Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette session. Il y a à peu près un an, il y a un de nos clients qui nous a lancé un défi, celui de faire tourner une application Java sur 16 teraoctets de mémoire. Alors, si vous êtes dans cette salle aujourd'hui, moi j'assume que ce genre de défi vous plaît. Et premièrement, vous êtes au bon endroit. Deuxièmement, oui, c'est possible de faire ça. Et pendant cette session, on va vous expliquer toutes les étapes qui permettent d'y arriver. Et on va commencer par se présenter. Moi, je suis Antoine Chambille, je suis le directeur de la R&D de Quartet FS. Et avec mes équipes de R&D à New York et à Paris, nous développons Active Pivot, une plateforme d'analyse des données en mémoire qui est écrite en pure Java. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Coll, je travaille dans l'équipe d'Antoine et je m'occupe en particulier de l'équipe R&D qui développe le parti back-end d'Active Pivot. En termes d'agenda pour aujourd'hui, on va d'abord vous présenter l'application qu'on a testée. On va parler un peu de hardware, à quoi ça ressemble un serveur avec 16 teraoctets de mémoire. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment faire tourner une JVM sur 16 Tera. Alors, on est parti d'une application en finance, une application qui calcule le risque de crédit. Et je voudrais juste vous donner l'essentiel du contexte métier avant de plonger dedans. Donc, le risque de crédit, ça calcule ce qu'une banque pourrait perdre si les contreparties avec lesquelles elle a des transactions en cours faisaient faillite. Et évidemment, il n'y a pas de formule pour dire quand une entreprise va faire faillite. Et donc, le crédit risque, c'est une estimation qui repose sur des probabilités et des simulations Monte-Carlo. Et donc, un moteur de risque de crédit va simuler en fait les conditions de marché dans le futur, mais des milliers de fois. Et après, sur chaque point de temps dans le futur de chacune de ces simulations, le moteur il doit calculer toutes les valeurs de toutes les positions de la banque. Ce qui peut facilement faire des centaines de milliards de valeurs. Et quand on agrège ces valeurs de la bonne façon et qu'on les combine avec des probabilités de défaut, on obtient une estimation du risque de crédit. Et ce genre de calcul, bien sûr, dans le passé, et encore pas mal aujourd'hui, c'était fait avec des traitements batch qui tournent la nuit et qui produisent un rapport le jour suivant. Mais ce type d'approche, maintenant, ça commence à montrer ses limites. D'un côté, vous avez les régulateurs financiers qui dénoncent le fait que quand on travaille sur des données préagrégées, il y a une partie de l'info qui a été perdue, qui est cachée, en fait. Eux, ils insistent sur le fait qu'un contrôleur de risque, aujourd'hui, devrait être capable de sélectionner librement les données depuis le niveau le plus granulaire, ce qui implique ensuite de pouvoir faire les calculs à la volée, de faire les analyses on the fly. Et puis en plus, en parallèle de ces contraintes réglementaires, les banques elles-mêmes, elles veulent innover, elles veulent aller plus loin que des rapports journaliers avec leur système de risque. Leur objectif, c'est vraiment d'aider les traders ou les vendeurs et de leur permettre d'utiliser tous ces gros systèmes en interactif. Voilà. Au fur et à mesure qu'ils négocient avec un client, par exemple. De leur permettre de faire du what-if analysis à la place de consommer des rapports à la fin d'un batch. Mais évidemment, avec 100 milliards de valeurs, quand on se fixe ce niveau d'ambition, le risque de crédit, ça devient vraiment un problème d'agrégation très très haute performance sur des grands volumes de données. Et ça, c'est vraiment un problème que Active Pivot, la plateforme qu'on développe, résout. C'est la raison pour laquelle la plupart des grandes banques sont équipées d'Active Pivot aujourd'hui. Donc, en deux mots, qu'est-ce que c'est Active Pivot? C'est donc une plateforme d'analyse des données en mémoire qui réalise la fusion entre une base de données analytique, qu'on a appelée parfois OLAP, et puis un moteur de calcul programmable et optimisé pour le multicœur. Et puis surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est écrit en Java. Nous, on a fait le choix du Java dès le départ pour Active Pivot, parce que c'est le langage le plus facile à étendre par les développeurs. Et puis c'est un langage performant, rapide, et puis c'est un langage qui ne crache pas le serveur à la moindre erreur dans le programme. Et tout ça, toutes ces raisons font que c'était la meilleure technologie finalement pour implémenter le modèle d'Active Pivot, ce qu'on avait en tête, c'est-à-dire amener la logique métier finalement près des données, et in-memory bien sûr, de sorte à ce qu'on puisse faire en temps réel, à la volée, ces calculs métiers et ces analyses qui, il n'y a pas si longtemps, étaient faits en batch. Voilà. Donc c'est vraiment ça le modèle d'Active Pivot, c'est vraiment pour ça qu'on a choisi Java. Mais par contre, je peux vous dire qu'à l'époque, on ne pensait pas
qu'on ferait tourner un jour Java et ActivePivot sur ce type de machine. Là, vous avez une sélection de serveurs à grande mémoire sur lesquels on teste ActivePivot en ce moment. Alors le serveur Spark d'Oracle, par exemple, c'est celui avec lequel tout a commencé. C'est celui sur lequel on a dépassé la limite des 10 Tera pour la première fois. C'était seulement il y a 1 an, c'était l'année dernière. Pour relever le défi, on avait monté une équipe en fait, avec les ingénieurs R&D ActivePivot, bien sûr, et des ingénieurs système d'Oracle, et aussi des gens de l'équipe JVM de chez Oracle. C'était pas trop pour passer cette frontière. Sinon, dans ces serveurs, il y en a un qui est français quand même, Cocorico, le serveur Bullion de Bull, et il est conçu et assemblé en France. Et c'est un serveur intéressant parce qu'il est modulaire. C'est-à-dire qu'on peut démarrer avec un module de 3 Tera, et puis avec un deuxième module passer à 6, 9, redescendre, les rediviser. Donc ça offre une souplesse que parfois on ne pense pas avoir avec les grandes machines de ce type. Et puis Bull, c'est aussi un des premiers à avoir investi sur la technologie ActivePivot, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont une appliance Bullion plus ActivePivot à leur catalogue. En termes de quantité de mémoire, on voit qu'aujourd'hui, c'est SGI et Huawei, les Chinois, qui vont le plus loin, avec 48 téraoctets dans un serveur. Donc, vous voyez, on a encore de la marge avec nos 16 Tera, il y a encore de quoi faire. Et de toute façon, toutes ces quantités de mémoire, là, vous pouvez toutes les multiplier par 2 l'année prochaine, avec l'arrivée des barrettes 128 Go de mémoire qui arrivent en masse l'année prochaine. Et n'oublions pas les géants HP et IBM qui ont aussi des solutions de grands serveurs à leur catalogue. En fait, tous les vendeurs ont maintenant ce type de produit. Et je crois que c'est ça finalement l'information intéressante. Ils ont identifié la pertinence du marché, donc maintenant il y a de la compétition, les prix se rationalisent, et ça veut dire que les applications opérationnelles grande mémoire, en fait, sont en train de devenir de plus en plus courantes. C'est ça que je retiens de cette panoplie de grands serveurs. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose un peu de disproportionné entre ces spécifications. En Java, en général, on n'attend pas 10 téraoctets pour rencontrer des problèmes. Si vous demandez à un développeur, il vous dira qu'une JVM va tourner correctement jusqu'à 100 gigaoctets de mémoire peut-être, avant de se heurter à des problèmes de garbage collection. Et pourtant, on a des clients qui font tourner ActivePivot sur des serveurs de 1, 2, 3 téraoctets en production à l'heure actuelle. Et ça, grâce aux années de développement que nos équipes ont mis sur le sujet. Alors, une des premières idées qu'on a eues, c'était mécaniquement de faire baisser la taille de la heap. Donc, pour ça, on gère nous-mêmes notre mémoire. On appelle ça travailler off-heap. Donc, travailler off-heap, c'est quelque chose qui est supporté depuis le JDK 1.4 et avec la librairie NIO qui a introduit les buffers. Donc, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, les buffers, ça ressemble finalement à un tableau de primitives, mais avec une spécificité importante, c'est qu'ils peuvent être alloués off-heap. Donc, par exemple, on peut voir... Pardon. Là, c'est un bout de code tout simple qui alloue un tableau de 1 million de doubles et fait quelques opérations très simples avec. Et on peut voir la même chose ensuite avec des buffers. Donc, on voit que c'est quelque chose de très similaire qui se gère de la même manière, mais cette fois-ci, toute la donnée est off-heap. Alors, ces buffers sont traditionnellement utilisés pour tout ce qui est les memory map files, pour les flux réseau haute performance. Mais nous, finalement, on utilise ça comme un malloc, tout simplement. Donc, dans ce cas d'usage, on se rend compte qu'il y avait aussi un certain overhead avec ces buffers. Donc, il y a des appels de méthode, il y a des boundary checks, ils s'occupent de tout ce qui est l'endianness des données. Tout ça, finalement, c'est assez inutile pour nous lorsqu'on s'en sert simplement comme d'un allocateur mémoire. Donc, du coup, on a un peu reverse engineeré simplement ces direct buffers pour n'en garder que l'essentiel. Et finalement, l'essentiel, ça revient à travailler avec la librairie unsafe. Pour ceux qui l'ont déjà vu, ça ressemble à ça. C'est légèrement plus compliqué, mais l'idée est la même. Et alors, il y a quelques années, ça aurait pu être considéré comme assez peu orthodoxe de travailler avec ce genre de librairie et de gérer soi-même sa mémoire. Mais il n'y a qu'à voir récemment la levée de bouclier qu'il y a eu lorsque Oracle a proposé de supprimer Sunmisk Unsafe du Java 9 pour se rendre compte que, finalement, de nos jours, c'est quelque chose de beaucoup plus courant. Alors, on ne peut pas magiquement sortir tous les données du heap et les passer off-heap. D'abord, ça ne marche bien qu'avec des données primitives, donc des int, des longs, des doubles, des floats. Donc, dans notre cas, c'est très bien pour des colonnes de nombres, pour des index, pour des hashtables. Par contre, ça ne va pas marcher pour des objets sérialisés. Ensuite,
cette fois-ci c'est mon trou. Non, je ne sais vraiment plus, next. Une des forces d'Active Pivot, c'est de pouvoir permettre aux développeurs de pouvoir écrire leur code à l'intérieur même du moteur d'agrégation et de définir leurs propres calculs. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important, et c'est une des forces d'Active Pivot. Et en fait, afin d'avoir une balance entre la lisibilité des API et la performance, on a fait le choix de mettre toutes les données brutes d'Active Pivot off-heap, mais de faire en sorte que les requêtes et les calculs des développeurs tournent dans le heap. Et donc, ce que ça donne concrètement sur l'application dont Antoine parlait tout à l'heure, c'est sur les 16 Tera, on a un ratio où les 12 téraoctets de mémoire brute sont off-heap, et finalement, seulement 3 téraoctets sont alloués dans le heap. Et alors revenons justement à notre application, parce que l'objectif, ce n'est pas de remplir 10 Tera de mémoire. L'objectif, c'est de servir des calculs interactifs qui vont agréger ces téraoctets en quelques secondes. Et ça, c'est seulement possible si on exploite vraiment les centaines de cœurs qui sont mis à disposition. Et donc, le calcul parallèle, c'est la deuxième moitié de l'équation, quand on veut travailler sur des grandes mémoires. Seulement, avec des milliers de threads concurrentes, je ne suis pas sûr qu'on puisse continuer à parler d'architecture multicœur. C'est presque un nouveau problème qui se dresse, qu'on appelle parfois le problème du many-cœur. Voilà. Et nous, c'est un sujet qu'on connaît bien chez QuartetFS, parce que ça fait des années qu'on essaye toutes les techniques connues pour améliorer le parallélisme dans Active Pivot. Par exemple, on était parmi les premiers à utiliser la fork join pool, avant même qu'elle sorte en Java 7. C'est une thread pool qui est capable de subdiviser récursivement les tâches afin de les faire tourner sur le plus de threads possible, avec en plus une capacité de work stealing, c'est-à-dire qu'un thread, quand il n'a plus de travail, peut aller voler une tâche à un autre thread, toujours dans l'esprit de maximiser l'usage des cœurs. Voilà. Bon, ça remonte déjà à quelques années, mais à l'époque, ça nous avait vraiment aidé à repousser les limites du parallélisme dans Active Pivot. On avait aussi beaucoup gagné en adoptant les techniques de programmation lock-free. Bien sûr, tout ce qui est lock, mutex, vient toujours entraver le parallélisme des algorithmes. Et donc, on a petit à petit réécrit nos index, par exemple, nos dictionnaires, nos files d'attente, autour de structures de données lock-free, et à chaque fois, on libère un peu plus de puissance multicœur, je dirais. Et on a même retiré les locks de notre moteur de transaction dans la base de données, je veux dire. En adoptant un modèle MVCC, Multiversion Concurrency Control, on a enlevé la synchronisation entre les threads qui modifient les données, qui font des updates, et les threads qui lisent les données pour faire les calculs. Un peu comme s'il y avait plusieurs versions de la donnée qui existaient en même temps. Et on pourrait parler de ça jusqu'à la fin de la conférence, mais ne nous écartons pas du sujet, parce que de toute façon, toutes ces techniques-là, elles ne suffisent pas. C'est sûr qu'elles nous ont aidés à suivre l'évolution du hardware. 4 cœurs, 8, 16, 32. Mais ça fait un moment qu'on aperçoit sur les applications réelles de nos clients qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin avec ces approches. Ces approches ne permettent pas d'exploiter les centaines de cœurs qui sont aujourd'hui sur les grands serveurs. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un peu plus de 3 ans maintenant, on est reparti à zéro. Et on avait décidé de faire un nouveau design pour Active Pivot pour coller au plus près du hardware. Alors, aujourd'hui, si vous ouvrez un de ces gros serveurs, on se rend compte finalement qu'on est sur une architecture quasiment distribuée. C'est-à-dire que chaque barrette de mémoire est associée à son propre processeur. Et du coup, on a décidé de calquer notre architecture logicielle sur cette architecture physique. Donc maintenant, la donnée d'un Active Pivot est divisée en partitions. Et chaque partition, comme la barrette mémoire, est associée à son processeur. Et finalement, seul ce processeur touche la donnée qu'il y a dans cette partition. Alors, au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on a remplacé un code multithreadé compliqué, où on devait gérer des accès concurrents à des données partagées, par un code monothreadé beaucoup plus simple, où chaque thread, finalement, s'occupe de la partition et ne sait même pas ce qui se passe autour de lui. Alors, en pratique, effectivement, c'est légèrement plus compliqué que ça, mais l'idée est là et ça marche. Ça marche sur des serveurs classiques et ça marche aussi sur des grands serveurs. D'ailleurs, je voulais partager avec vous une capture d'écran du Process Manager du Spark M6. Donc, on est sur un peu plus de 3000 threads.
Et on est sur une requête qui fait des calculs sur les 12 téraoctets de données. Donc, bon, j'ai aucune preuve là qu'ils sont en train de faire du boulot utile, mais bon, c'est quand même déjà impressionnant de les voir tous allumer en même temps et travailler. Alors, on va quand même essayer de montrer qu'effectivement, ils font vraiment quelque chose. Donc, sur cette requête qui agrège 12 téraoctets de mémoire, on a des temps de réponse qui sont aux alentours de quelques secondes. Alors, on a fait l'expérience où on a commencé à utiliser seulement un quart de la machine et 3 téraoctets de mémoire, puis on a doublé, et enfin, on est passé sur la machine complète avec 12 téraoctets de données brutes. Et donc, on voit les temps de réponse qui sont là. Et quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est de voir que entre la partie verte et la partie violette, on a quadruplé la taille du problème, et le temps de requête n'a même pas doublé. Alors, si vous avez écrit des algorithmes multithreadés, c'est vrai que souvent, on se rend compte que ça passe à l'échelle jusqu'à quelques dizaines de cœurs. Mais là, on parle d'un millier de cœurs, et lorsque je rajoute un millier de cœurs supplémentaires, on peut encore gagner un peu de performance. Un millier de threads, hein. On n'est pas encore au millier de cœurs, mais ça va venir, bien sûr. Ouais, donc, une réécriture très importante dans la progression de ActivePivot. Et encore, Romain ne vous a pas tout dit, là, parce qu'on ne se contente pas de découper les données en partitions. En fait. On fait aussi attention à quel endroit physiquement on va placer ces partitions. Dans quelle barrette mémoire on va placer les partitions de données. Vous savez sans doute qu'à partir de 1 téraoctet à peu près, tous les serveurs reposent sur une architecture mémoire non uniforme, appelée NUMA. C'est-à-dire que les barrettes mémoire sont distribuées entre les différents processeurs. Et lorsqu'un processeur accède à la mémoire qui lui est locale, la performance est maximale. Par contre, quand il accède à une mémoire distante, il y a une dégradation de la performance et de la latence. Et donc, NUMA, ça peut être un problème, mais ça peut aussi être une chance. Nous, il y a 5 ans, on a clairement appris à nos dépens que quand on ne fait pas attention à NUMA, on peut avoir une application qui tourne beaucoup plus vite sur un laptop que sur un gros serveur à 4 sockets. Voilà, c'est même assez garanti, en réalité. Et par contre, quand on fait les efforts qu'il faut, eh bien, il devient possible de cumuler en fait, les bandes passantes de tous les nœuds NUMA et de faire scaler la plateforme avec le nombre de processeurs. Vous vous dites peut-être que j'exagère un peu le trait sur l'effet NUMA sur les applications. C'est vrai que sur les applications standards, on ne les voit pas tant que ça, les effets. Mais pour une base de données en mémoire, comme ActivePivot, la bande passante mémoire, c'est vraiment le goulot d'étranglement principal. Donc, celui qui détermine à quelle vitesse on fait les traitements. Et pour ces cas-là, NUMA, c'est vraiment aussi important que la performance des processeurs eux-mêmes, en fait, je dirais. Et c'est particulièrement vrai sur les grands serveurs qu'on a vus qui peuvent aller jusqu'à 16 ou même 32 nœuds NUMA distincts dans la machine. Et bien sûr, ça nous amène à la grande question, comment supporter NUMA en Java? Et revenons un peu aux fondamentaux avant de décrire notre solution. Quand un process alloue de la mémoire, c'est l'OS, c'est l'operating system qui décide où est-ce que physiquement cette mémoire sera allouée, sur quelle barrette mémoire il sera alloué. Et sur Linux et Solaris, par exemple, par défaut, la mémoire est toujours allouée sur le nœud NUMA où est le processeur qui est en train de faire tourner le thread courant. C'est la politique par défaut. L'idée, c'est que ce thread va sans doute rester sur le processeur dans le temps qui suit, et quand il réaccédera à la mémoire, donc ça sera optimal. C'est le principe. Et bien, vous allez voir que notre design NUMA pour Java repose entièrement sur ce principe, en fait. Ouais, c'est vrai. Alors, en pratique, quand même, il faut d'abord pouvoir détecter la topologie NUMA de la machine. Alors pour cela, évidemment, il faut faire des appels système, mais c'est assez facile de les faire en Java dans ce contexte-là. Déjà, parce que les operating systems exposent des librairies qui vont nous donner accès à ces informations. Et ensuite, on peut utiliser JNA pour accéder à ces librairies, ce qui enlève 90% des difficultés habituelles de JNI. Sur Unix, par exemple, c'est vraiment très facile. On définit une interface qui a les mêmes noms et les mêmes signatures que les méthodes de la librairie qui nous intéressent. Donc, pour le Linux, par exemple, c'est libnuma. Ensuite, on demande à JNA de faire le binding pour nous, et voilà, c'est tout, ça marche. Alors, il faut aussi faire ça pour la librairie pthread, sous Linux, encore une fois, pour avoir accès à l'identifiant du CPU sur lequel le thread est en train de tourner. Et muni de cet identifiant,
on peut avoir accès maintenant aux nœuds NUMA. On peut aussi avoir d'autres informations, telles que le nombre de nœuds NUMA sur la machine, etc. Et donc, une fois qu'on a tout ça, on va décider de créer un thread pool par nœud NUMA. Et lorsqu'un thread va démarrer dans ce thread pool, on va automatiquement le binder sur le bon nœud NUMA afin qu'il y reste. Alors, l'étape finale et manquante, c'est de répartir les données de manière correcte sur tous ces nœuds NUMA. Et donc, ce qu'on fait, c'est que les données sont réparties dans ActivePivot en partitions, comme on l'a vu tout à l'heure dans la partie sur le multicœur. Et dans notre cas, et ce que mentionnait Antoine, c'est que lorsque un processeur va allouer de la donnée dans une partition, il va le faire sur son nœud NUMA. Et dans ce cas-là, il ne reste plus qu'à se souvenir de cette information et de faire en sorte que lorsque on va faire des requêtes qui vont accéder à ces données, ce soit la bonne thread pool qui exécute le code qui va accéder à ces données. Donc c'est ainsi qu'on arrive à une plateforme qui est Java, qui est NUMA-aware. Et finalement, en éliminant quasiment tous les transferts de données entre nœuds NUMA, on peut vraiment cumuler la bande passante de ces nœuds vers la mémoire et arriver à de bonnes performances. D'ailleurs, si on revient sur l'expérience de tout à l'heure, mais cette fois, on va juste calculer le débit à laquelle les données sont traitées. Et on peut voir que sur la machine entière, avec 12 téraoctets de données brutes, on peut traiter la donnée à plus d'un demi-téraoctet par seconde. Et je trouve que c'est quand même pas mal. Et ça serait clairement impossible sans le support de NUMA. Je pense qu'à ce stade de la présentation, vous devez quand même vous demander quand est-ce qu'ils vont parler de garbage collection. Et justement, nous y venons. C'est vrai que grâce à l'usage de la mémoire off-heap, finalement, pour notre application de risque de crédit, on a seulement besoin d'un heap de 3 téraoctets. Mais bien sûr, 3 téraoctets, c'est quand même à des kilomètres de la zone de confort d'un heap en Java. Et nous, pour pouvoir opérer dans ces conditions, on a ressenti le besoin de nous rapprocher des gens qui écrivent vraiment les JVM, chez Oracle, chez Azure et chez IBM, et de créer des partenariats technologiques avec eux. Ça fait par exemple 1 an qu'on travaille avec Oracle sur le sujet. Ils ont mobilisé une de ces grandes machines pour le projet, et nous, on déploie dessus des applications ActivePivot qui servent de référence en fait, aux ingénieurs JVM pour calibrer la garbage collection dans les grands heaps. Donc on travaille bien sûr sur une branche spéciale du JDK9, et puis on essaye ensemble de trouver le meilleur jeu d'options JVM pour faire tourner ce type d'application opérationnelle. Et d'ailleurs, on va vous montrer, voilà ce à quoi on est arrivé. C'est pas mal, hein? Bon, ok, je vais vous expliquer les règles du jeu. Quand on est sur ce type de machine, avec ce type d'application, le but du jeu, c'est d'éviter un full GC. Okay. Les algorithmes de garbage collection, finalement, ne passent pas si mal à l'échelle sur des gros serveurs. Par contre, quelque chose qui ne scale pas du tout, c'est le full GC stop the world. D'ailleurs, hein, pour preuve, lorsque un full GC démarrait, lorsqu'on se plantait un peu sur les machines, la meilleure chose à faire, c'était de redémarrer la machine. Sinon, on perdait la journée. Alors, comment est-ce qu'on évite justement ces full GC? Il y a 2 idées principales. La première, ça va être d'utiliser un algorithme de garbage collection qui vide petit à petit et de manière continue la old generation. Donc pour cela, et avec le conseil des ingénieurs Oracle, on utilise le nouveau garbage collector qui s'appelle G1 et qui fait exactement ceci. Et c'est d'ailleurs sur cet algorithme de garbage collection que sont concentrés tous les efforts des ingénieurs garbage collection d'Oracle. Et ce sera d'ailleurs sans doute l'algorithme par défaut en Java 9. La deuxième idée, c'est de faire en sorte que les données transientes restent dans la Young Generation et ne soient pas trop promues dans la Old Generation pour ne pas justement dépasser le débit possible du garbage collector. Alors pour cela, on va regarder quelques options principales. Donc la première idée, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que quasiment toutes les données brutes d'ActivePivot sont off-heap, donc n'ont pas besoin d'être gérées par le garbage collector. Du coup, pour nous, le heap, finalement, c'est quasiment un gigantesque Young Generation. Donc pour cela, on va commencer à dire qu'on veut au mieux 70% du heap alloué à la New Generation. Et d'ailleurs, on va disabler l'Adaptive Size Policy pour être sûr que le garbage collector ne pense pas que ce soit une bonne idée de diminuer ça. Le second problème qu'on veut éviter, c'est que ces données transientes des requêtes débordent dans la Old Generation. Et malheureusement, lorsqu'on est en train de faire une requête, qui peut être un peu longue, si un garbage collect démarre en plein milieu de la requête, toutes les données transientes de cette requête sont considérées comme vivantes
à ce moment-là. Et on a le risque de ce qu'on appelle une promotion prématurée, c'est-à-dire qu'elles soient envoyées dans load generation alors qu'elles vont bientôt mourir. Pour éviter ça, on a décidé de mettre un très gros survivor space. Dans notre cas, en fait, ça va être la moitié de la young generation et dédié à ce survivor space. Tout ça pour éviter ce problème. Enfin, on a vraiment envie que, pour ce qui a fini éventuellement par passer en old generation, ce qu'on espère est assez petit, G1 arrive à le nettoyer petit à petit. Alors pour cela, deux choses. Déjà, on lui demande de démarrer une phase de marquage des objets dès qu'au moins 10% du heap est occupé. Concrètement, ça veut dire que dès qu'un garbage collect est terminé, il va recommencer une phase de marquage. La deuxième idée, c'est de pouvoir faire des mix collections aussi souvent que possible. Donc, les mix collections, c'est les parties poseless, mais qui nettoient aussi un petit peu la old generation. Et dans ce cas-là, on lui demande, dès que moins de 80% d'une région est vivante, de démarrer une mix collection, ce qui arrive finalement assez souvent. Alors, on a aussi essayé l'option magique de G1, le MaxGC pose midi, qui est censé donner un target de pause. À l'heure actuelle, sur un heap de 3 teraoctets, ça n'a pas vraiment d'influence. On espère que ça arrivera à faire quelque chose, mais bon, c'est là pour faire joli alors, à ce moment-là. Alors, pour valider un petit peu tout ça, on a fait tourner un stress test qui est composé de queries courtes et de queries plus longues, et on l'a laissé tourner pendant une nuit entière sur la fameuse Grosh Machine. Et on arrive à cette répartition des garbage collect. Donc déjà, on peut voir que durant toute la nuit, on a réussi à éviter le full GC, ce qui était le but initial, et que les garbage collection sont sous contrôle aux alentours de 10 secondes, ce qui est pas si mal étant donné la taille du heap. Alors, on a aussi, comme disait Antoine, essayé des partenariats avec d'autres fabricants de JVM. Donc, en particulier, on a essayé la JVM d'Azul, qui s'appelle Zing, sur le même stress test. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Zing, c'est un fork d'Hotspot, donc qui se base sur le même code que la JVM d'Oracle, mais qui a fait quelques modifications, et notamment à son propre algorithme de garbage collection qui s'appelle C4. Donc C4 est un algorithme de garbage collection qui est concurrent, continu et surtout postless, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'arrêter la JVM et les threads mutators pour pouvoir nettoyer le heap. Et donc on arrive quand même à des résultats qui sont assez impressionnants puisqu'on a une répartition des GC qui est quasiment la même que celle d'Oracle tout à l'heure, à la différence près que l'échelle là est en millisecondes. Donc finalement, on est toujours en moyenne sous les 10 millisecondes pour des garbage collect, et on a un pic à 30 millisecondes, jamais rien de pire. Donc on est vraiment sur une JVM qui est complètement postless. Évidemment, ce miracle a un prix. Si on regarde à droite, on peut voir l'utilisation CPU de C4 avec le new collector et le old collector qui, en cumulé, prennent à peu près 10% du CPU au cours du temps. Et sur un millier de threads, ça commence à faire pas mal. D'ailleurs, ça finit par se ressentir sur les temps de query. Et on peut voir que sur la même machine, en moyenne, Hotspot est 2 fois plus rapide que Zing. Alors, on a envie de tendre vers le meilleur des deux mondes et avoir un bon profil de garbage collection avec des bons temps de requête. Et c'est vraiment là-dessus que nous travaillons avec notre partenariat Oracle. Donc, depuis maintenant plus d'1 an, les ingénieurs JVM d'Oracle qui travaillent sur la garbage collection essaient d'améliorer G1 pour les gros heaps, en utilisant notamment ActivePivot comme application de référence. Et donc, je pense que depuis maintenant 1 an qu'on travaille dessus, on commence à avoir des résultats qui se voient. Donc, 2 configurations sur cette slide. À gauche, la configuration initiale, qui était le Spark M6 avec le JDK9 d'il y a 1 an. À droite, on a le nouveau serveur Spark M7 avec le JDK9 dernière build, plus les modifications des ingénieurs d'Oracle sur G1. On est sur un stress test qui est encore plus demandant que le précédent, et on peut voir que finalement, dans la partie avant, on avait des garbage collection qui étaient aux alentours de quelques secondes, mais surtout, on avait eu sur ce run 3 GC de plus de 300 secondes. Maintenant, si on regarde la nouvelle version, on a un profil de garbage collection qui est beaucoup plus stable, avec en moyenne des GC qui sont sous la seconde et aucun full GC. Et ça finit par se ressentir sur les temps des queries, puisque finalement, pour les queries un peu longues qui risquent de voir passer un garbage collect, on arrive à avoir des temps de query qui sont 2 fois plus rapides
avec la nouvelle version et le nouveau setup d'Oracle. Donc je pense qu'on a commencé à accomplir quelque chose, mais on n'arrête pas là. Ce partenariat continue. Et le but est effectivement que tous ces développements finissent dans le build principal et la première release de Java 9, de manière à ce que toute la communauté puisse en profiter. Merci Romain. Je crois que là, on a fait le tour de l'expérience. Est-ce que tout ça veut dire qu'on peut tous rentrer chez nous et faire la même chose sur nos serveurs à 16 teraoctets de mémoire? Si vous m'aviez demandé la question il y a un an, j'aurais dit non. Mais aujourd'hui, moi, je considère que la frontière est franchie. Et donc, il y a une nouvelle génération d'applications dont Java peut aussi s'emparer. Des applications opérationnelles qui permettent de faire en temps réel des calculs métiers, des analyses sur des gros volumes de données live qui changent en continu. Et si vous avez envie de faire partie de cette aventure, si l'idée de repousser les limites de Java, en travaillant d'ailleurs avec ceux qui font Java, vous intéresse, faites-vous connaître. Tout ça, ça se passe à Paris, entre le Louvre et Châtelet, pour être précis. Donc, à bientôt, j'espère. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre attention ce matin. Merci. Donc évidemment, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Oui. Oui. Alors la question, effectivement, c'était lorsqu'on regarde les spécifications de ces gros serveurs mémoire, on peut voir qu'on a entre 280 et au maximum 500 et quelques cœurs, et on parle depuis tout à l'heure de milliers de threads, 3000 et quelques. Donc effectivement, par exemple, sur les serveurs Spark, le défaut, donc l'équivalent de l'hyperthreading pour les serveurs Spark, c'est de mettre 8 threads par corps physique. Donc ils ont notamment, la théorie, c'est qu'ils ont un scheduler particulier. L'idée est de dire que la plupart du temps, pour ce genre d'application, est passé en stall à attendre que de la mémoire soit servie. Et donc du coup, ils ont un scheduler qui essaie de tirer au maximum profit de ces zones de stall. Oui. Alors on nous demande s'il y a des paramétrages spécifiques côté OS. C'est vrai qu'il y a quelques manips à faire auxquelles on ne pense pas sur des tailles plus petites. Par exemple, l'algorithme de malloc lui-même, sur lequel repose, quand on dit qu'on appelle unsafe pour allouer de la mémoire, unsafe, lui, il appelle malloc. Et le malloc, par défaut, n'est d'une part pas très rapide, n'est pas capable d'être appelé en parallèle sur des milliers de threads, et il faut par exemple passer à une implémentation alternative qui s'appelle JE-malloc. C'est celui-là? Il y a JMalloc, il y a concurrent Malloc, et sur Solaris, il y a aussi libnumem. Et libnumem sur Solaris. Ouais. Donc effectivement, il y a ça. Il faut aussi réfléchir un peu à l'utilisation des pages. Vous savez que par défaut, un OS découpe la mémoire en petites pages de 4 kg ou 8 kg. Pour des use cases comme ça, il faut passer à la taille au-dessus, des pages de plusieurs mégas, voire de plusieurs gigaoctets, car c'est possible sur Spark. Mais en dehors de ça, pas tellement. Hein. Et la moitié de ces serveurs, là, ils sont sur Linux. De l'extérieur, c'est juste un Linux, avec plein de threads. C'est pas si compliqué que ça. C'est ça qui est sympa dans l'aventure. Zing a un patch kernel à installer aussi, mais c'est vraiment très simple, ça fait partie de leur... Oui. Comment vous êtes arrivé au dimensionnement de 3 Tera ? Non, en fait, par expérience déjà, on sait que sur ce type d'application, le bon ratio, effectivement, c'est 1 à 4. Après, c'est vrai qu'on va regarder finalement les queries, enfin les requêtes qui sont en train de tourner, la mémoire transiente qu'elles génèrent, la vitesse à laquelle aussi le garbage collector arrive à les récupérer. Vous multipliez ça par le nombre de requêtes concurrentes qui doivent tourner en même temps, et ça nous permet de faire une estimation du heap nécessaire. Ça, je ne sais pas. Les dernières années, Je peux répéter la question peut-être ?
Ah oui, pardon. On me demande si l'augmentation des volumes de données n'est pas encore plus rapide que la croissance des mémoires qu'on peut avoir sur les serveurs. Donc, les 2 dernières années, non, clairement. Hein. Il y a eu une éclosion de ce type d'architecture. Moi, je ne savais même pas que ça existait il y a 3 ans, quoi. Et maintenant, il y en a partout. Je vous ai dit que ça doublait l'année prochaine. Après, bien sûr, c'est quand même des serveurs dédiés à des applications dites parfois mission critical, ou au moins, comme dans le use case qu'on a choisi aujourd'hui, qui ont un vrai besoin d'utilisation interactive. C'est-à-dire qu'il y a un user qui va vraiment interroger le système, et avec toute sa complexité de calcul, de formules, pas juste retrouver des données et les agréger, mais vraiment faire de vrais calculs métiers, et avoir une réponse instantanée. C'est à ces applications-là que sont dédiés ces serveurs. Et moi, je considère qu'il y a quand même pas mal de marge encore, hein, par rapport à ce qu'on voit sur les vrais use cases, quoi. Azul n'est pas la solution, donc c'est-à-dire que Oracle Oh, ça dépend Alors, vraiment de... Est-ce que Azul et Zing est la solution ou pas? C'est vrai que ça dépend vraiment de ce que vous voulez. En termes de GC, on est quand même sur quelque chose de vraiment super, hein. Un profil qui est vraiment très bien, pas de pause, etc. Après, en termes de requêtes, effectivement, on a une dégradation qui est à noter dessus. Je sais, on a vu il n'y a pas si longtemps que Azul travaille aussi sur améliorer la vitesse de sa JVM. Il est peut-être plus facile à Azul de rattraper ses points de perte de perf qu'à Oracle de faire monter son J1 au même niveau, hein, je sais. On va voir, quoi. C'est les 2 trends qui sont en cours. Azul essaie d'aller plus vite. Alors, c'est vrai que sur certains, il paraît que sur certains types de workloads, de type Cassandra notamment, Azul est, paraît-il, meilleur que Hotspot. Dans notre cas, c'est pas, ça ne se vérifie pas chez nous pour notre type de workload, mais effectivement, comme Oracle essaie d'améliorer son GC, Azul peut essayer d'améliorer ses compilations, donc le jeu est ouvert. Oui. Le prix de ces serveurs. Ah oui. Est-ce que ces serveurs sont chers, trop chers, scale-up contre scale-out? C'est ça la question. Et c'est vrai que ce qui est vraiment marrant dans la présentation qu'on a faite aujourd'hui, c'est que la façon dont on a attaqué NUMA, en voyant chaque processeur un peu presque comme une machine et qu'on essaie de minimiser les échanges avec les autres de NUMA, ça nous ramène à une architecture distribuée finalement. Mais quand même, si vous comparez le débit d'un lien entre 2 processeurs et le débit d'un réseau qui relierait 2 machines dans un cluster, le débit, c'est 100 000 fois plus, la latence, c'est 10 000 fois moins. Donc, on est quand même dans 2 ou 3 ordres de grandeur au-dessus en termes de spec, quoi. Et c'est pourquoi la performance des applications optimisées pour ces machines sont encore quand même hors de portée des technologies scale-out, quoi. Et en termes de prix, sans être vendeur pour eux, je crois que c'est pas délirant. Non, c'est ça que, pas délirant, en fait. quand je disais tout à l'heure que la compétition rationalisait les prix, ce qu'on voit, c'est que la machine à 16 Tera, qui était effectivement autrefois vendue avec un premium très important, le prix descend et se rapproche finalement de 16 fois un serveur à 1 Tera. En fait. C'est finalement pratiquement le prix de la barrette de RAM qui vient dicter le prix de ces machines. Donc, moi, je dirais plutôt qu'elles sont en train de devenir accessibles. Sur les 3 Tera de HIP qu'on a dans notre application, quelle est la partie vraiment utilisable pour les données dans notre projet? Tu te rappelles? Alors, pas vraiment, mais pour les données transientes, je pense qu'on le voit vraiment monter à 3 Tera. Pour la partie, la question c'est plus combien est-ce que l'OS va se garder sur le côté.
Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Donc finalement, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est qu'on va avoir 70% en Younggen. Ce 70% est divisé en deux entre la Younggen et le Survivor. Et le 30%, c'est pour ce qui reste un petit peu dans le HIP et dans le Oldgen. Donc concrètement, effectivement, on va être sur quasiment la moitié de ces 3 Tera de choses vraiment transientes et le reste avant de buffer. Est-ce qu'en fait, chaque développeur chez toi aura un niveau sous la table, donc comment vérifier Si. Bah, en fait, si. Hein. Quand il n'est pas sous la table, mais on accède en remote. On a vraiment tous les partenariats tissés maintenant avec IBM, Bull, HP, etc. Et on a quasiment en permanence 2 ou 3 de ces monstres à porter. On n'en a pas chacun, mais on en a un quand même pour ça. Et on a aussi, lorsque certains clients veulent justement rentrer dans ce type de machine et tester des applications pour ça, en général, ça commence par aller installer une application à nous là-dessus et montrer finalement que ça marche sur ces trucs. Et finalement, on continue à la fois à voir que ça marche et à essayer d'améliorer. Oui. Combien de temps pour charger la machine complète? Oui, alors, là, hein, je l'ai, mais je l'ai assez oublié. Je crois qu'on est... je crois qu'on load... off the record, parce que je crois que je vais dire une bêtise, mais je crois qu'on load 1 Teraoctet en 3-4 minutes. c'est clair. Hein. Pourquoi ne pas avoir écrit Active Pivot en C? Pour résumer. C'est vrai, pourquoi? Non, on en a parlé, on est passé vite dessus, mais Active Pivot, donc c'est une base de données en mémoire, oui, mais aussi un moteur de calcul programmable. C'est vraiment très important. Ce n'est pas pour faire tourner des sommes et des moyennes, c'est vraiment pour implémenter la logique métier complète d'une application, comme le risque de crédit. Le risque de crédit, hein, c'est des agrégations non linéaires, des quantiles, des intégrations. Voilà. Et pour que ça soit possible aux développeurs qui travaillent sur Active Pivot d'étendre la solution pour que les 20 millions de développeurs Java puissent travailler là-dessus, il fallait choisir la techno extensible. Et c'était plus important pour nous que la performance fondamentale du langage. On s'embête, nous, pour que ce soit plus facile aux gens qui ont utilisé Active Pivot, en fait. Alors, on va peut-être prendre quasiment la dernière question. Qu'est-ce qu'on a fait sur les collections et les data structures dans Active Pivot pour que ça marche? C'est facile, on a tout fait, on a tout refait. Hein. Voilà. Il n'y a pas une seule collection Java, bien sûr, dans Active Pivot. Tout est refait sur des structures off-heap, réimplémentées un peu comme une base de données, en fait, comme si on avait écrit une base de données. Ouais. Ça, c'est sûr. Impossible d'utiliser les librairies standards à cette échelle, c'est vrai. Effectivement, pour revenir à ce qu'on avait dit tout à l'heure, on est sur des données qui sont réparties, chunkées, tout est utilisé de manière log-free, off-heap. Vraiment travailler sur toutes ces choses. Il y a aussi, chez nous, se rajoute aussi la contrainte du multiversioning. Donc, il y a des algorithmes supplémentaires qui reviennent dessus, donc vraiment tout est fait maison, disons. Bon, j'ai menti, la dernière maintenant. On avait vu des... Alors, quand il y a un problème de mémoire, qu'est-ce qu'on fait? Mais quel type de problème alors? Un memory leak en Java? Pour nous, ça serait considéré comme une faille de notre technologie et la solution, c'est de la fixer en fait. Les outils effectivement qu'on utilise pour travailler là-dessus, sur un heap, on va faire pour la partie heap, on va faire un heap dump forcément. Et pour tout ce qui est la mémoire off heap, on a développé effectivement des outils
qui nous permettent, nous, de dumper vraiment la mémoire. On a vraiment instrumenté beaucoup, à la fois nos structures de données, nos versions et tout le reste, pour pouvoir effectivement être à même de pouvoir détecter un problème dans notre code. Voilà. Bon, je crois que c'est fini. Merci à tous. Merci beaucoup. Quand même, hein.